une petite histoire, une histoire à hauteur d'homme, celle d'un homme et de son bataillon de snipers. Les snipers font partie, on en parlera, de la mythologie de chaque conflit. Lui, vous le voyez, il n'a pas attendu février 2022 pour prendre les armes. C'est même l'image du vétéran en treillis. Il est sur le front depuis 2014. D'abord son portrait, Les Indispensables de Christophe Carnino. Bonsoir Christophe. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors cet homme, ça n'est pas n'importe qui, hein. Il fait figure de héros en Ukraine. De qui parle-t-on ? Eh bien ce visage de l'armée ukrainienne, le voici, Sergueï Varakhin, un ancien entrepreneur engagé volontaire, vous l'avez dit, depuis 2014. Et il est surnommé Smile, sourire en anglais. Il appartient à la 58e brigade motorisée, au sein de laquelle il est commandant de la compagnie de tireurs d'élite des snipers. C'est donc un acteur et un témoin direct des combats. Et si l'on parle de lui, c'est parce que sa brigade est érigée comme l'une des plus valeureuses de la guerre en Ukraine. Elle n'aurait, selon ses dires, perdu aucune bataille. Et l'un de ses soldats, prénommé Vassil, est aujourd'hui présenté comme un héros de guerre, un héros national. C'est son commandant, Sergueï Varakhin, qui raconte ses nombreux faits d'armes aux médias publics ukrainiens, Suspline. Якби не Василь, напевно, більшість мого підрозділу вже б давно загинула. Ваш Василь це? Це людина, якого ми подали зараз на Героя України, бо Василь трошки знищив 441 ворога. Alors, Sergueï Varakhin rentre dans cette guerre le 6 mars 2022. Sa brigade est envoyée à quelques kilomètres au nord-ouest de Kiev, la capitale, dans le village de Moshun, théâtre de l'une des batailles les plus féroces de la défense de Kiev. Son bataillon se retrouve face à un hélicoptère russe lance-missiles non guidé, un début traumatisant, sans commune mesure avec tout ce qu'il avait pu vivre jusqu'alors. Il raconte « C'était la première fois que nous nous retrouvions dans un tel enfer, que nous abandonnions nos armes et que nous courions à travers la forêt. L'hélicoptère nous poursuivait et brûlait tout avec ses missiles. L'artillerie, l'aviation, c'est une chose terrible quand 20 obus de calibre 152 tombent sur 1 mètre carré ou lorsque l'ennemi tire 61 roquettes grades sur vous à partir d'un seul endroit. Chaque soldat a vécu des centaines, des milliers d'histoires de ce genre. Alors, il poursuit ses opérations autour de Bakhmout, dans les villages de Propasna, Severodonetsk, Lysychansk notamment, des zones où les combats sont féroces et dans lesquelles la 58e brigade motorisée a appris à gagner en polyvalence. Aujourd'hui, nous sommes une unité multifonctionnelle, nous raconte Varakhin. Nous avons des mortiers, des drones d'attaque kamikazes, des drones de reconnaissance, des Stugny, des corsaires, des mitrailleuses. Bref, les dirigeants nous ont entendus et ont compris que nous pouvions être beaucoup plus efficaces, sous-entendu, avec ce matériel. Alors, il a beau être surnommé Smile, on sait aussi qu'il dirige son unité d'une main de fer. Quelle est sa méthode ? Eh bien, il y a d'abord des critères pour pouvoir intégrer son unité de cette brigade. Parmi ces critères, personne n'est autorisé à boire de l'alcool pour les soldats. Et puis, dans quelle mesure les soldats sont-ils prêts à se battre sans grosse contrepartie financière? Là aussi, l'achat propre de matériel est induit. Varakhin explique que pour gagner en efficacité, il utilise une partie du salaire des soldats pour les équiper avec de l'armement dernier cri, des investissements hérités de son passé d'entrepreneur. Nous dépensons toujours environ 60 à 70% des salaires pour la guerre. Les gars achètent des armes parce qu'ils comprennent qu'ils ont besoin d'un fusil comme celui-ci ou d'un fusil comme celui-là. Et si l'unité de Sergueï Varakhin est principalement composée d'hommes, il y a tout de même 2 femmes qui composent ses rangs. Tous ensemble, ils sont même devenus une famille, pour reprendre les mots de Sergueï Varakhin. Je n'ai pas vécu autant avec une femme qu'avec les filles de mon unité. Nous sommes ensemble depuis 2016. Je dis toujours, nous n'avons pas une unité, mais une famille. Il faut la protéger, en prendre soin. C'est aussi cela, la méthode Sergueï Varakhin. Merci beaucoup Christophe. Natalia, c'est un peu à l'image de cette Ukraine dont vous êtes originaire. Un homme qui était dans le civil, qui bascule dans la guerre en 2014, c'est important de le préciser, et qui trouve une famille, c'est ce que l'on vient d'entendre.
Oui, le récit sur de Sergueï Varakin est très intéressant et impressionnant, mais son histoire, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout en Ukraine. Beaucoup d'hommes et de femmes qui n'étaient pas spécialement voués à être militaires, à d'aller à la guerre, ont trouvé leur place dans l'armée et ont pu, développer leurs talents qui sont nécessaires à mener la guerre. Et c'est ça peut-être qui explique la résilience et la résistance ukrainienne, que les gens se sont mobilisés et ont donné tout ce qu'ils peuvent donner pour défendre leurs proches. La figure du sniper général du Tartre est consubstantielle quasiment à tous les conflits, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et on se souvient bien sûr de Stalingrad, de toute la mythologie qui en a découlé. C'est le cas aussi très fortement en Ukraine. On en parle très peu, mais comme on est sur un front qui est relativement gelé, sur une guerre de position, ils sont essentiels. Oui, bien sûr. Je crois que chaque soldat sur le front ukrainien a sa propre histoire, et je crois que Sergueï Varakin ne peut pas tirer particulièrement la couverture à lui. Et chaque histoire de sniper aussi est différente. Ce que je comprends, c'est que c'est un soldat qui s'est engagé après avoir été chef d'entreprise et avec une volonté de faire. Il dirige un peloton de snipers, donc 30 à 40 personnes. Et il doit être diablement efficace. Il a quand même subi un tir d'hélicoptère, genre probablement un Mi-24. Quand vous voyez la puissance d'armement de cet hélicoptère Mi-24 quand il commence à tirer sur des troupes au sol, c'est assez impressionnant. Donc, qui raconte cette histoire où il a dû s'enfuir dans la forêt en laissant tout derrière lui. Ça montre après sa détermination aussi à s'opposer à l'envahisseur, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ce que dit Varakin aussi, c'est que il ne peut pas imaginer un arrêt de la guerre sans victoire. Il ne peut pas imaginer devoir côtoyer demain à Donetsk, dont il est originaire, des gens qui étaient de l'autre côté de la ligne de front. C'est symptomatique de ce qui se passe aussi en ce moment. Oui, bien sûr, ce conflit, cette guerre a commencé en fait pas en 2022, elle a commencé en 2014 et d'ailleurs les snipers en fait a joué un rôle très important dès le début de ce conflit, parce qu'on sait que malgré tout ce que disait Poutine officiellement, quand même il y avait l'armée russe régulière sur place au Donbass qui était sous une fausse couverture, qui ne se présentait pas comme l'armée professionnelle russe, qui était quand même envoyée par le Kremlin. Et d'ailleurs il y avait les snipers qui aussi venaient de l'armée russe professionnelle qui participaient du côté de, soi-disant séparatistes qui étaient bien sûr organisés et financés par le Kremlin, mais ils participaient dès le début. En fait, des deux côtés, c'était une nécessité dans ce sens d'utiliser les snipers, notamment du côté ukrainien. Il y avait une stratégie d'utiliser les snipers pour viser en fait les chefs de ces républiques autoproclamées, notamment Alexander Zakharchenko qui était tué par une bombe en 2018. Avant, il a subi aussi les attaques par les snipers. Donc il jouait vraiment un rôle très important. Et à mon avis, vu que les séparatistes, financés par le Kremlin, encore une fois, ils ont pris en otage les populations civiles, pour l'armée ukrainienne, c'était aussi très important d'utiliser les outils comme ça, parce que ça évitait d'avoir plus des victimes civiles du côté de Donbass. Oui, alors le sniper, je reviens dessus, c'est une figure très importante sur une ligne de front parce qu'il y a à la fois une efficacité opérationnelle, bien sûr, et puis une dimension psychologique très forte. C'est celui qui va semer la terreur. D'ailleurs, lorsqu'il dit 441 morts du côté de Vasil, le meilleur de ces snipers, on ne peut pas évidemment vérifier le bilan, mais il y a cette dimension qui est très importante. Oui, et effectivement, vous faisiez allusion tout à l'heure à la bataille de Stalingrad. Effectivement, il y avait notamment eu ce fameux sniper Zaitsev qui avait été érigé en héros de l'Union soviétique parce que justement, il avait tué, je crois, plus de 200 nazis. Et donc, effectivement, c'était un symbole de la résistance. Et donc, on c'est un peu un effet miroir qu'on voit là. C'est-à-dire, effectivement, ces unités-là qui sont, qui représentent d'une part la résistance et qui effectivement ont quand même un effet opérationnel très certain. Il y a donc cette unité-là, mais on sait aussi qu'il y a aussi les unités notamment de services de forces spéciales ukrainiennes qui agissent derrière le front aussi pour, comme vous l'avez dit, abattre en fait les chefs de section et le commandement russe pour justement essayer aussi de désorganiser un petit peu, propager la crainte et désorganiser les unités russes pour que éventuellement
d'autres unités de l'armée régulière ukrainienne puissent en profiter. Alors, cette figure, je reviens une nouvelle fois dessus, elle est tellement importante que vous allez peut-être découvrir l'affiche d'un film qui est en ce moment sur une grande plateforme de diffusion américaine qui s'appelle Sniper, le corbeau blanc, qui est un film ukrainien. Alors, c'est très important, avec une production d'ailleurs liée à l'État ukrainien qui a largement financé ce film, beaucoup de codes hollywoodiens, et qui raconte, alors je sais que vous ne l'avez pas vu, puisque je vous ai posé la question avant le début de cette émission, qui raconte pratiquement l'histoire de Varakin, c'est-à-dire un homme qui était professeur dans le civil, qui bascule dans l'horreur de la guerre dans le Donbass en 2014 et qui devient sniper. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce film fait partie des films les plus consultés sur cette plateforme. C'est aussi un outil informationnel pour l'Ukraine. Natalia. Oui, je reconnais maintenant l'affiche. C'est vrai que je n'ai pas vu le film, mais j'ai quand même vu l'annonce et le synopsis du film. Oui, et voilà, je voulais ajouter que même maintenant, dans cette contre-offensive, le rôle des snipers est très important. J'ai lu que les snipers avancent vraiment vers des tranchées ennemies et essayent de préparer l'assaut qui suit après. Côté russe, il y a aussi une longue tradition de sniper. Hein. Rappelons-le, évidemment, là, on se place très clairement du côté du camp ukrainien. Mais enfin, ils ne sont pas en reste de l'autre côté de la ligne de front. Hein. Oui, bien sûr. Et on a rappelé déjà les batailles de Stalingrad. Il y avait une longue tradition aussi d'utilisation des snipers. Ici, c'est très important, effectivement, de montrer au grand public quand et comment ce conflit a commencé, parce qu'il y a beaucoup de brouillard. En fait, on a ignoré ce conflit pendant 8 ans, entre 2014 et 2022. C'est très important de montrer combien des hommes ukrainiens, des femmes ukrainiennes ont subi les effets de cette guerre depuis 2014, parce qu'ils ont dû aller protéger leur territoire, qui était envahi déjà en 2014 par les séparatistes financés par le Kremlin, qui étaient armés par l'Ukrainien. Encore une fois, il y avait l'armée professionnelle russe. Maintenant, on connaît plus des éléments, parce que pendant des années, Poutine a le caché. Donc, ces films-là, ils aident vraiment de comprendre mieux ce conflit, d'où il part, combien de temps déjà l'Ukraine résistait tout seul, en fait, sans l'aide considérable de l'Occident. Donc, ça explique au grand public et ça montre plus le courage de ce peuple. Et c'est effectivement ce que montre ce film aussi. 2014, personne ne s'intéresse à ce qui se passe dans le Donbass, même si des hommes prennent les armes. Alors là, ce ne sont pas des images du film, mais je vous garantis que dans le film, c'est à peu près le même type de scène auquel on assiste. Oui, et je crois que c'est intéressant aussi dans le narratif de ce film, c'est que c'est quelqu'un qui ne demande rien à personne, qui est dans une ferme, et puis sa femme est enceinte, quelqu'un qui est pétri d'écologie, et tout d'un coup, les forces russes ou des milices, des milices pro-russes, il tue sa femme. Et lui est obligé de s'enfuir et il perd tout, quoi. Et c'est pour ça qu'après il va devenir un sniper. Donc ça montre aussi une partie de la réalité de ce que certaines familles ukrainiennes ont vécu malheureusement depuis le début de cette guerre et même avant, comme le disait Vera, de Donbass. Et une autre chose qui est importante à noter aussi, c'est que les tireurs d'élite sont forcément au contact. Pourquoi ? Parce que leur portée de tir contre quelqu'un, c'est à peu près maximum 1500 mètres. Alors lui affirme qu'ils arrivent à tirer à 2000 et qu'ils aimeraient tirer à 2500 mètres, ce qui effectivement est énorme. Sur un véhicule, en moyenne, c'est 1500 mètres. Et il y a beaucoup de tireurs d'élite des deux côtés, russes et ukrainiens, notamment à Bakhmout. Parce qu'on était dans les faubourgs de la ville ou dans la ville, et donc il y a énormément de tireurs d'élite qui ont opéré à ce moment-là. Oui, et ça nous rappelle aussi, pour glisser vers la deuxième partie de cette émission, qu'on est sur une guerre de position avec des hommes, des femmes, hein, on l'a bien compris également, qui se font face, qui sont souvent enterrés, qui sont à quelques centaines de mètres les uns des autres, mais que bon, le front n'avance pas vraiment, et que ce travail-là, si on doit le considérer comme un travail, est fondamental en ce moment.
Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, il n'avance pas à la vitesse des Occidentaux. On y reviendra, bien sûr. Ils sont un peu impatients, mais non, il y a une pression évidemment importante. Il y a des endroits où ce sont bien sûr les Ukrainiens qui ont même poussé en avant certaines lignes de défense. Mais c'est vrai que ces lignes de défense sont extrêmement fortes. Mais il y a des tas de choses qui se passent derrière actuellement. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais effectivement, l'ensemble du front sur les 850 km n'est pas spectaculaire aujourd'hui en termes d'avancée. Un dernier petit mot sur Varakin, sur cette figure du sniper Ulrich Buna. Qu'est-ce qui vous frappe le plus chez cet homme, qui est un homme, avec tout le respect que l'on a pour lui, qui effectivement, que l'on imagine plus en costume, cravate, dans un bureau, qui se retrouve depuis 9 ans sur le front, qui dit qu'il a passé plus de temps avec les jeunes femmes de son unité qu'avec une femme. Qu'est-ce qui vous frappe le plus chez lui ? Je trouve que, et je pense que c'est sans doute aussi pour ça qu'il a été mis en avant, et je vais rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit, mais pour le coup, sa vie est un vrai condensé de ce qui se passe en Ukraine depuis 2014, où des gens qui étaient dans... Et puis ça fait tomber pas mal de mythes. Pas mal de gens dans le Donbass n'avaient pas du tout envie d'être conquis, annexés, ou en tout cas d'être rattachés à la Russie d'une façon ou d'une autre. Beaucoup ont pris les armes en 2014 sans rien, sans expérience militaire. Ils achetaient, et d'ailleurs c'est dit dans le reportage, ils achètent une partie de leur matériel eux-mêmes. Moi, je me rappelle en 2014-2015 où effectivement les gens faisaient des collectes pour avoir ne fût-ce que des treillis, en fait, parce que les treillis fournis par l'armée ukrainienne à l'époque étaient d'extrêmement mauvaise qualité, ça prenait feu, etc. Donc du coup, il y a tout ce travail effectivement qui a été fait, et le bilan finalement 8 ans plus tard, c'est justement des gens qui se sont professionnalisés, qui ont acquis énormément d'expérience, et effectivement c'est aussi le symbole là, c'est-à-dire que cette armée qui en 2014-2015 était constituée essentiellement de volontaires qui faisaient du mieux qu'ils pouvaient, en 2022 s'est retrouvée une armée qui avait 8 ans d'expérience sur le front du Donbass et qui du coup a aussi pu tailler en pièces l'armée russe au faubourg de Kiev. Oui, et je voudrais souligner une chose aussi, c'est que le nombre de soldats qui ont 8 ans ou 9 ans d'expérience sur le théâtre ukrainien, ils sont rares. Et parce qu'ils ont été tués malheureusement dans des combats qui sont très très durs. Et donc en ce sens-là, c'est une figure emblématique. Il insiste beaucoup sur les codes occidentaux, c'est-à-dire pas d'alcool. Il insiste là-dessus, pas d'alcool. Le fait que les gens ne viennent pas pour des motifs financiers, et le fait que chacun doit avoir le matériel dernier cri. C'est peut-être aussi en creux une critique contre les Russes, puisqu'alors on sait que la vodka est assez répandue dans les rangs de l'armée russe, que beaucoup sont là pour la solde, c'est terrible à dire. Est-ce que vous le voyez comme ça aussi ? À mon avis, effectivement, cette histoire nous montre encore une fois la différence entre le côté ukrainien et le côté russe dans ce conflit. On sait que ce conflit a réuni finalement la nation ukrainienne et l'a rassemblé à tous les représentants de tous les milieux. On peut voir les histoires pareilles en fait avec plusieurs professions en Ukraine. C'était un ancien prof, c'était un ancien, moi je connais personnellement un ancien fonctionnaire qui était un petit fonctionnaire mais qui a décidé d'aller défendre sa patrie. Et donc ça montre à quel point c'est une guerre pour vraiment sauver la nation, pour sauver la survie de la nation, et de l'autre côté une guerre clandestine, hybride, pour finalement déstabiliser la région, pour utiliser cette guerre comme un levier politique, qui en fait n'est pas une guerre populaire de la nation russe. Les Russes, encore une fois, on n'a pas vu des grands queues vers les centres de recrutement pour aller défendre la Russie, parce que on ne peut pas défendre la Russie sur le sol ukrainien, c'est le sol de l'autre État. Donc oui, ça montre cette différence dans les attitudes déjà des dirigeants d'État et surtout du peuple en fait envers cette guerre. Pour l'Ukraine, c'est la guerre pour la survie de leur nation qui unit tout le monde. Et la guerre en Russie, en fait, les Russes essaient de ignorer cette guerre, essaient de faire semblance qu'elle n'existe pas, et ils essaient de vivre la vie soi-disant normale et de ne pas participer dans cette guerre. Oui.
Natalia, vous vouliez rajouter quelque chose sur cet état d'esprit qu'on commente très souvent sur ce plateau, hein. Vera a bien dit, elle a tout expliqué. Je ne peux que dire que je suis d'accord, bien sûr, avec cette vision. Et c'est vrai, pour les Ukrainiens, c'était difficile quand même de faire montrer qu'il y a une vraie guerre sur notre sol. Et c'est cette histoire de Varakin, merci de montrer, parce que les histoires, ils sont très... il y en a beaucoup. C'est vraiment... quand la guerre s'était déclenchée à Kiev, dans la capitale, on pouvait voir dès que des hommes et des femmes aussi qui près des portes, des bureaux de recrutement, qui voulaient aller au front, qui savaient, nos hommes savaient qu'ils devaient combattre, qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre issue. Ils ont appris des métiers de guerre différents. Et Varakin